fait que vous soyez si nombreux, ça veut dire aussi que ce à quoi on a cru il y a maintenant quasiment 10 ans, en fait, je pense, Vincent, les premiers travaux sur l'idée d'avoir du démembrement, c'est 2012-2013. Et voilà, si on y a cru à aux différentes places dans lesquelles nous étions à l'époque, c'est bien parce que d'une part, on voulait révolutionner l'accession sociale, dans le sens où on voyait quand même un essoufflement de ce que l'on faisait à l'époque. Et par ailleurs, parce qu'on veut révolutionner et moderniser la question de l'accession. Parce que derrière tous les débats et au-delà du montage entre ce démembrement foncier bâti, la question d'avoir un prix qui redevienne véritablement accessible pour des ménages et que donc on n'ait pas des ménages en fait qui s'endettent trop à devenir euh, propriétaires, c'est aussi un moyen de revenir sur des choses assez simples. C'est déjà de réserver l'accession sociale pour vivre et bon, donc pour des propriétaires occupants et qu'on sorte aussi des enjeux de la spéculation. Je le dis ici parce que je pense qu'à un moment, il faut dire les choses aujourd'hui telles qu'elles sont. On est par ailleurs ici en région Île-de-France où beaucoup de personnes sont complètement évincées des marchés immobiliers malgré un emploi à temps plein, malgré des salaires tout à fait convenables parce que les marchés sont devenus tellement dingues qu'en fait, ils ne se préoccupent plus de loger les gens qui vivent dans nos territoires. Et le pari qu'on avait fait avec cette importation, création française en fait de cette sorte de démembrement, c'était aussi d'une part de retrouver des marges de manœuvre pour les ménages de la classe moyenne, basse ou haute, mais plutôt basse vu les ressources, de ramener aux élus des programmes d'accession qui fassent sens. Et c'est notamment le cas avec le BRS parce que, comme vous le savez, on vise des propriétaires occupants. C'est de la résidence principale avec un encadrement en fait de la revente. Alors on pourrait trouver, et ça a été un débat entre nous à l'époque, c'est pas parce que je me rappelle de débats, d'ailleurs qu'on a encore parfois dans des collectivités, c'est pas parce qu'on a moins d'argent qu'on ne doit pas pouvoir vendre comme on veut, certes. Mais ici, on a fait le choix de défendre un modèle d'accession qui est un peu différent. Et en échange de mesures particulières, une TVA à taux réduit, des montages particuliers, des prêts euh, proposés par la Banque des Territoires, il s'agit aussi, je pense, de moderniser révolutionner, mais aussi de retrouver un chemin de l'accession qui fasse sens pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a eu raison collectivement d'être exigeants et de se battre sur ce sujet-là et d'y arriver aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et évidemment, aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire du, du succès des OFS et de l'engagement notamment des opérateurs HLM, puisqu'en fait, dans les OFS, les coopératives HLM, qui sont des acteurs de l'accession sociale, sont des acteurs majeurs. Je vais insister beaucoup là-dessus. Si on a obtenu, alors il se trouve que c'est moi, dans mes fonctions de ministre, qui a signé le décret sur la mise en œuvre du BRS, mais si à l'époque, le gouvernement avait fait le choix d'offrir à ce modèle d'accession le bénéfice d'une TVA à taux réduit, en échange d'un encadrement des ressources des personnes qui rentraient dans ces modèles. Euh, si on a voulu en fait écrire ce texte-là, c'était bien pour avoir des garanties sur ce qui allait être fait. Et donc, c'est vrai que quand on a créé ce modèle, en tout cas, on l'a créé en lien avec les opérateurs de l'accession sociale, qui sont la plupart du temps des coopératives HLM et des organismes HLM, et avec cette idée vraiment d'aller chercher donc une classe qui avait du mal aujourd'hui, une classe sociale qui avait du mal à accéder à la propriété. Je vois aujourd'hui qu'en fait, l'OFS est devenu quand même, c'est parfois mis dans tous les discours. Je siégeais il y a 10 jours, on était ensemble dans le jury de l'AMI Logement de demain, mais aussi avec Marjane, où on a vu des tas de dossiers où, dès qu'il fallait, pour faire bien, partout il y avait écrit le projet pourra faire l'objet d'un montage en OFS. C'est bien sympa cette histoire, mais en fait, en réalité, c'est pas vrai. Parce qu'un organisme foncier solidaire, c'est quoi? C'est des personnes, des territoires, des collectivités, des opérateurs, des personnes qualifiées qui se mettent ensemble, qui décident d'aller chercher un agrément, qui demain vont prendre des emprunts sur 80 ans. Et c'est ça aussi la promesse de l'OFS, notamment auprès des territoires et des élus qui font avec nous, c'est qu'on est présent pendant 80 ans dans cette copropriété. Ce n'est pas juste une opération où demain on va disparaître, comme c'est le cas pour une opération immobilière. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je vois bien que le succès des opérations en OFS, le fait que ça offre aussi des prix plus intéressants pour beaucoup de propriétaires, enfin, d'accédants,
On a vu maintenant beaucoup d'opérateurs, pas sociaux, des individus, parfois des promoteurs, parfois des groupements un peu insolites, se dire, bah, tiens, nous aussi, on va faire un OFS, on va aller demander un agrément, on regarde un peu comment fonctionne le décret et on va s'immiscer dedans et on offrira ça. Sauf qu'en fait, dans ces montages-là, ces personnes, et certaines ont réussi à obtenir des agréments, donc je le dis un peu pour vous alerter aussi d'être très sérieux en fait dans ces démarches-là. Ces personnes qui ont obtenu des agréments, rien ne dit qu'elles seront là dans 80 ans, hein. Elles n'ont pas prévu d'accompagner les accédants tout au long de la durée. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elles vont faire en cas de difficulté de la revente. Parce qu'aujourd'hui, les coopératives HLM, dans le cadre d'un montage en OFS, si un ménage n'arrive pas à revendre, la COP devra y aller. Il y a une sécurisation de l'accédant, y compris s'il a un accident de la vie qui fait qu'à un moment, il ne peut plus payer son logement. Et bon, c'est déjà des choses qu'on fait dans l'accession sociale classique. Mais si je vous le dis, c'est parce que c'est pas tant. Je vous dis pas ça avec le sentiment, vous pourriez vous dire, elle défend le précaré des organismes HLM et des coopératives. Non. Ce que je défends, c'est l'esprit en fait de la propriété en système OFS-BRS, c'est-à-dire un accompagnement au long cours des accédants, un propriétaire du foncier qui va être là pendant très longtemps et qui donc, même s'il n'est pas l'acteur majeur de la copropriété, va quand même être là à côté tout le temps pour faire vivre ce patrimoine immobilier. Et c'est des méthodes de sécurisation. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que nous avons obtenu il y a plusieurs années des avantages, c'est réel, notamment d'une TVA à taux réduite ou du soutien de la Banque des territoires. Et je pense que voilà, il faut que nous, acteurs de l'accession sociale et des organismes de foncier solidaire, nous soyons aussi très vigilants à ne pas laisser ouvrir trop l'espace, parce qu'à un moment, il y a bien des gens qui pourront faire du démembrement, mais pas exactement avec le même esprit. Nous, notre idée, c'était bien, et c'est toujours, de ramener des possibilités d'accession dans des territoires où le marché immobilier aujourd'hui est devenu complètement dingue. Alors, je sais que Christian a dû le dire en introduction, mais il me semblait important quand même de le redire. Et d'ailleurs, alors ça, c'est peut-être aussi l'esprit particulier des franciliens. On critique souvent les franciliens pour plein de choses, mais il y a eu ici en Île-de-France, et je pense grâce à l'esprit des différents dirigeants des coopératives HLM, un choix qui a été fait depuis le début, qui est d'essayer de plutôt se concurrencer, de faire les choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne se concurrence pas, mais en tout cas, on est ensemble dans la même coopérative. Je vous dis ça, ça a été une grande force. Le fait que 12 coopératives, c'est 12 plus, se mettent ensemble. On a essuyé ensemble les mêmes difficultés. Il a fallu aller voir les notaires pour, au début, écrire les premiers contrats de réservation, discuter justement des risques encourus sur les questions de revente, aller voir... aller expliquer aux élus, roder notre discours, et puis après, chaque opérateur agit sur les territoires sur lesquels il le souhaite. Mais je vous le dis, ça a été un moment aussi de faire ensemble, et je pense que c'est une de nos grandes forces, parce que ça nous permet en fait de grandir plus vite les uns avec les autres. Et puis aussi, c'est ce qui va nous permettre, en Île-de-France en tout cas, je l'espère, si les élus nous suivent, de vraiment passer l'objectif, c'est quand même de produire 1000 logements par an en accession sociale en BRS OFS. Je pense que c'est tout à fait atteignable. Je pense que d'ailleurs les besoins en Île-de-France sont bien plus importants, mais en tout cas, on souhaite le faire. Et cet esprit-là, j'espère que justement on arrivera à le faire perdurer. Alors pour ça, simplement quand même 2-3 sujets qui sont encore difficiles, et je vois certains visages connus. Évidemment, la question des banques, non pas pour soutenir les OFS, mais pour soutenir, et oui, j'en vois qui me sourit là, pour soutenir les acquéreurs. Une des clés de la réussite demain de ce système, c'est que nos acquéreurs puissent être soutenus et compris dans leurs agences bancaires dès le début du projet, et qu'on n'ait pas en fait des refus ou des va-et-vient qui font qu'à un moment, ces ménages décrochent du process. C'est aujourd'hui ça qui explique aussi, Catherine, vous interrogez sur en fait, est-ce qu'il y a un effet d'aubaine pour des classes sociales dites supérieures? Tout le monde, il y a le plafond de ressources, mais la question c'est plutôt qui est capable de résister au parcours du combattant pour avoir le crédit bancaire. Je pense que c'est celui-là un des sujets les plus importants, et c'est d'ailleurs là-dessus que beaucoup des opérateurs de l'accession sociale aujourd'hui font de l'accompagnement.
il y a 2 sujets qui nous mobilisent beaucoup: l'accompagnement sur l'accès au crédit et puis c'est quoi être demain propriétaire et donc ça veut dire quoi, malgré tout, avoir des charges de copropriété et tout ça. Et de ce point de vue-là, en tout cas, sur la question des financeurs, très clairement, je pense qu'on a encore besoin que les choses se fluidifient, et accélèrent. Bon, il y a aussi un sujet plus national, notamment dans nos relations avec, la Caisse des dépôts, Banque des territoires parce que, voilà, il y a des directions régionales qui ont pas toujours les mêmes lectures, des sujets. C'est un problème, mais je ne désespère pas dans mes discussions avec, Éric Lombard et Costa Castrinidis d'avancer. Et je tiens à le dire, notamment sur la question de la redevance. Hem, Parce que parfois on a des désaccords, sur notamment, certains pensent qu'il faut que la redevance soit capée pour une meilleure compréhension des choses. Et je pense qu'au contraire, c'est une erreur. Alors, pour dire les choses très simplement, évidemment, il y a un moment, et vous l'avez vu dans les discussions, si la redevance, d'une part, n'est pas bien expliquée, mais si par ailleurs elle est trop élevée, elle pose 2 questions, une difficulté des ménages à accéder et puis y compris de la viabilité du projet. Mais entre un projet où la redevance va être 1,50 € et une autre où elle va être à 2,40 €, ce qui a changé, c'est souvent le coût du foncier, les aides publiques ou pas portées à l'achat du foncier. Et il y a des endroits où les collectivités vont aider beaucoup, d'autres où elles ne pourront pas l'être. Et donc, il y a des endroits où, oui, ça vaut le coup d'avoir une redevance à 2,80 € si on a un projet intelligent. Je vous dis ça parce que la redevance, c'est pas ce qui permet de faire de l'argent, parce que ça se saurait si un OFS faisait de l'argent, enfin pas du tout, ou alors j'ai pas compris les plans de financement que je défends depuis plusieurs années. Mais par contre, cette redevance, elle nous permet parfois de rendre possible l'accession parce qu'on augmentait de 10 centimes ou de 15 centimes. Et je le dis ici parce que c'est des discussions qu'on a très souvent. Il y a des endroits où, dès qu'on peut avoir une redevance très faible, allons-y. Mais il y a aussi des endroits où, en fait, elle sera peut-être à 2,20 €, 2,30 €, voire 2,50 € et le programme sera quand même intéressant. Et donc, c'est ça, en fait, c'est la magie aussi et la beauté des montages immobiliers et financiers, c'est qu'il faut travailler cela et donc aussi faire attention à ne pas être dans des lectures trop rigides. Par contre, et c'était très intéressant l'étude qui nous a été présentée, et d'ailleurs, je pense que ça doit nous obliger à peut-être les systématiser sur des volumes importants et peut-être qu'on pourra en parler à nos autres camarades dans les autres régions parce que en effet, on voit bien quand même que ça ne va pas de soi, cette redevance, qu'il y a une méfiance de la part de certains acquéreurs, notamment dans leur relation avec l'OFS. Et donc, certainement, il faut qu'on arrive à mieux dire les choses. Enfin, je voulais dire 2-3 mots sur la question de la qualité, puisque ça a été abordé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en très grande majorité au niveau national et en particulier en Île-de-France, les programmes construits en BRS-OFS sont en maîtrise d'ouvrage direct. Voilà. Certains me diront choix dogmatique. Moi, je dirais choix assumé. Choix assumé, pour une première raison, c'est que dans un programme justement en OFS, on demande aussi à des accédants de prendre des risques avec nous. En effet, c'est une pleine propriété, mais c'est pas exactement la même chose qu'une propriété classique. Et donc, être en maîtrise d'ouvrage direct pour un opérateur d'accession, c'est aussi être constamment auprès des accédants, enfin d'être sur le chantier. Ce n'est pas une VFA. On peut avoir des VFA de très bonne qualité, on peut aussi avoir des VFA où on a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, la question de la maîtrise d'ouvrage direct, elle est aussi liée justement à la promesse qu'on fait aux accédants, mais aussi aux élus sur lesquels on va, de leur amener une accession qui soit d'une durabilité d'un point de vue social et d'un point de vue du bâtiment. Et de ce point de vue-là, ça me semble très important. Je dois néanmoins vous mettre en alerte sur un sujet, notamment qui est lié d'une part à l'évolution des réglementations, dont la réglementation environnementale 2020 et l'augmentation des coûts de construction, qui sont d'ores et déjà réels. Il y a quand même une réalité, c'est que nous faisons des programmes immobiliers pour des gens qui ne peuvent accéder qu'à un certain niveau de revenus. C'est-à-dire que le montage financier de ces opérations n'est pas infini. À un certain niveau de coût de construction, on ne sera pas capable de sortir des opérations en OFS-BRS parce qu'on ne pourra pas les vendre. Et donc, va vraiment se poser la question à terme de savoir qui va payer le coût de l'évolution réglementaire et de l'augmentation des coûts de production. C'est un sujet qui va au-delà de l'OFS, mais qui va déjà se poser dans l'accession et même dans le logement social, dans sa production,
Alors, dans le logement social, on peut toujours penser qu'on va élargir, allonger nos délais et qu'on ira chercher plus d'aides, de subventions, mais il y a des territoires où de toute façon on n'a pas de subvention des collectivités. Et par ailleurs, pour l'accession, c'est une question qui se pose. Je vous le dis parce que c'est un débat que nous avons eu dans le cadre des propositions pour la présidentielle d'Union sociale pour l'habitat avec la Fédération des coopératives HLM, où on s'est bien posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait porter cet effort supplémentaire que nous assumons, hein. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut se mettre en dehors de la réglementation environnementale et tout ça. Mais en tout cas, si on ne fait pas attention à à réfléchir à comment on va financer l'augmentation des coûts de construction, ça peut remettre en péril certains programmes immobiliers et notamment ceux de l'accession sociale. Et c'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore de solution, mais il me semble très important de l'avoir parce que c'est pas parce qu'on est modeste qu'on n'a pas le droit à l'excellence environnementale dans un programme immobilier. D'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus efficace sur la durée parce que plus sobre et avec moins d'enjeux de charges de copropriété. Mais c'est quand même un sujet important. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que il me semble que ce succès actuel et qui ne demande qu'à être amplifié des programmations en OFS-BRS, il est très lié évidemment à ce qu'ont proposé les opérateurs sur le terrain, mais c'est aussi la réception qu'on a eue de la part des élus locaux. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui sont présents aujourd'hui. Et c'est très intéressant de voir, quand même, moi j'ai fait pas mal de rencontres, on en a tous beaucoup fait, de voir d'une part l'appétence des élus à regarder ce système, même s'il interroge beaucoup, même si on peut se demander comment les différents ménages vont prendre ou pas, enfin, vont accepter ce type de propriété qui est nouvelle, qui est culturellement pas ancrée dans notre tradition française. Et on a eu beaucoup d'élus, je trouve, ouverts. Alors certains, d'ailleurs, ont souhaité rentrer dans la coopérative, dans le collège des collectivités, mais pas que. Enfin, je vois quand même que les choses avancent. C'est-à-dire des élus qui étaient intéressés, aujourd'hui, sont en train de lancer des programmes et les mettre dans la diversité des programmes de construction. Et malgré tout, ils prennent quand même le risque avec nous. Alors, c'est un risque limité dans le sens où les quelques programmes que nous avons lancés, les uns et les autres, on s'est quand même rendu compte qu'il n'y avait eu aucun risque commercial de même, je dirais, si tous vendaient aussi bien que le BRS ou FS, ça serait génial. Mais malgré tout, voilà, l'engagement de ces collectivités pour être à nos côtés, même si elles ne choisissent, elles ne font pas de la pub hein, pour les opérateurs, mais elles expliquent ce que c'est que cette dissociation, elles dialoguent avec les ménages sur le sujet. Je pense que c'est aussi une des clés de la réussite et j'espère justement que leur engagement à nos côtés pourra continuer, notamment sur des fonciers à aménager ou à reprendre, des friches à se saisir, parce que évidemment, je ne vous cache pas que le grand sujet aujourd'hui pour se développer, c'est qu'on ait accès aux fonciers les meilleurs, les mieux placés. Et il me semble d'ailleurs qu'il faudrait réinverser la priorité. On pourrait peut-être se dire que les meilleurs fonciers doivent aller à des opérations qui ont un intérêt national très fort. Je pense notamment des opérations comme en OFS-BRS qui permettent d'avoir des propriétaires occupants et donc vraiment d'avoir de la résidence principale et pas de l'investissement ou de la location saisonnière, et qu'on laisse les opérateurs qui ont beaucoup d'argent à mettre sur des fonciers mais qui sont des opérations de faible intérêt national euh, aller ailleurs en fait, tout simplement. Mais ce n'est qu'un point de vue tout à fait personnel. Mais qui me semble très important, notamment dans des territoires, je pense à l'Île-de-France, où on voit bien que la tension pour se loger, que ce soit en locatif, que ce soit en accession, a des impacts énormes. Des impacts pas sur la vie personnelle, mais des impacts en matière d'emploi. Enfin, vous savez qu'en Île-de-France, on est la première région avec 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus pour des raisons de logement trop cher. Donc, c'est pas juste une question de, de, de point de vue politique sur ce qui est la bonne manière d'habiter et de se loger. C'est que pour la vitalité de notre région, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour faire baisser le coût du logement. Et les opérations en OFS-BRS me semblent être une bonne solution, comme d'autres. Et en tout cas, j'espère qu'elle se développera. Donc, félicitations pour ce colloque. Merci de m'avoir permis de conclure. Et puis, je veux quand même avoir un mot, d'une part, pour Christian Chevet et Frédéric Ragnaud, parce qu'ils ont quand même... c'est des acteurs très importants de cette grande réussite quand même depuis 2016. Et puis aussi à Cécile Hagman, parce que je pense que la réussite de ce colloque lui doit beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute.